Alors, nous voici donc maintenant à la deuxième partie de la présentation sur les différents aspects entourant les distinctions entre le droit civil et le droit criminel. Nous sommes donc maintenant rendus, pour commencer cette deuxième partie, à parler du fardeau de la preuve. En droit civil, le fardeau de la preuve peut être représenté par la balance entre deux plateaux. Donc, il y a la balance des probabilités. C'est le côté le plus lourd, celui qui est le plus convaincant, qui va l'emporter. Un même événement peut donc donner lieu à une poursuite civile, mais également une poursuite criminelle. Alors, les deux peuvent euh, être une possibilité. Par exemple, si un préposé maltraite une personne âgée dans un centre d'hébergement, l'État pourrait accuser le préposé de l'infraction de voie de fait, donc une infraction criminelle. La personne âgée ou sa famille pourrait, elle, de leur côté ou de son côté, également poursuivre le préposé dans un procès civil pour qu'il la dédommage financièrement pour les inconvénients qu'elle a subis. Il faut faire attention, par contre, puisque le fardeau est le plus lourd en droit criminel, cela veut dire qu'il est possible qu'une personne puisse être déclarée coupable au civil et non coupable au criminel pour un même comportement. Nous allons voir ensemble maintenant chacun des acteurs d'un procès criminel. Dans le coin inférieur droit, vous voyez une image qui représente une juge de la Cour du Québec, qui était la juge en chef de la Cour du Québec à un certain moment. Alors, pour devenir juge, il faut avoir pratiqué la profession d'avocat pendant au moins 10 ans. Si le procès se déroule devant jury, le juge leur explique les notions juridiques pertinentes, parce que si vous ne le savez pas, les jurés sont des civils, tout comme vous et moi. Alors, c'est fort à parier qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances juridiques nécessaires pour être en mesure, les notions juridiques pertinentes, pour être en mesure de prendre une décision convenablement. S'il n'y a pas de jury, à ce moment-là, c'est le juge ou la juge qui rendra le verdict. Si l'accusé est trouvé coupable, c'est toujours le juge qui détermine la peine à lui imposer. Même si le procès se déroule devant jury, le jury a seulement la tâche de déterminer si l'accusé est coupable ou non de l'infraction. Alors, le jury va rendre le verdict, mais pour ce qui est de la peine, ce sera toujours le ou la juge qui en décidera. Le jury n'a donc pas le pouvoir de lui imposer une peine, seulement un verdict. On a vu le rôle, l'acteur du juge. Alors, vous voyez maintenant à l'écran ce que représente la toge d'un avocat ou la toge d'un procureur de la couronne, qui était à une certaine époque le terme qui était utilisé, procureur de la couronne. Maintenant, on va plutôt parler de la poursuite. Pour ce qui est de la poursuite, contrairement aux avocats de la défense, elle n'a pas de client à proprement parler. Elle représente la population. Avant toute chose, la mission de la poursuite est que la justice la plus complète soit rendue. Cela signifie donc qu'elle ne recherche pas à gagner le procès à tout prix. Par exemple, si elle découvre pendant le procès une preuve qui innocente l'accusé, elle doit en informer le juge et la défense, puis abandonner ses accusations. Comme vous pouvez voir dans l'encadré orange, sa priorité est de faire ressortir la vérité. Maintenant, l'avocat ou les avocats de la défense. Son rôle dans un procès au criminel est de soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge ou des jurés. On se rappelle, lorsqu'on était à la diapositive concernant le juge, il y a certains procès criminels qui vont être devant jury et d'autres procès qui seront devant un juge seul. De plus,
Même si l'accusé est coupable, il a tout de même droit à un procès juste et équitable. L'avocat de la défense ou l'avocate de la défense ou les avocats de la défense sont donc un bouclier qui protège leurs clients contre les abus possibles du système judiciaire. On peut parler entre autres de violation des droits, d'erreurs de policiers, de peines injustes, etc. Les gens ont parfois l'impression que les avocats de la défense complotent, entre guillemets, avec les accusés et qu'ils les aident à construire des mensonges pour s'en sortir. Évidemment, c'est faux. Les avocats, peu importe que ce soit des avocats de la défense, que ce soit des procureurs de la couronne, donc je vous volontairement vous dis le mauvais terme, là. Donc tentez de vous souvenir du bon. Bon serment de travailler d'une manière déontologique et de suivre les règles de déontologie que leur code et aussi que leur association les oblige de suivre. Alors, c'est faux de dire que les avocats de la défense, lorsqu'il s'agit d'un procès criminel, vont tenter par tout moyen possible de comploter avec leurs clients pour faire en sorte qu'ils ne soient pas considérés comme étant coupables des chefs d'accusation qui sont contre eux. Si leur client avoue qu'il a commis un crime, l'avocat de la défense pourra quand même le représenter, mais il n'a pas le droit de mentir devant le tribunal, ni d'accepter que son client mente devant le tribunal. Sinon, on pourrait perdre son droit de pratiquer la profession d'avocat et être accusé d'avoir commis un crime, le crime étant la complicité de parjure. Vous voyez une image d'un dessin qui a été dessiné lors d'un procès criminel qui représente dans la partie de gauche inférieure l'avocate et on peut voir plus haut l'accusé. Donc, tout accusé a droit à un procès juste et équitable. En raison de la présomption d'innocence, c'est la poursuite qui doit prouver la culpabilité de l'accusé. L'accusé peut être appelé au banc afin de donner sa version des faits, mais il faut garder en tête que l'accusé a plusieurs droits pendant son procès criminel. Par exemple, il a le droit de garder le silence, il a aussi le droit, entre autres, comprendre tout ce qui se passe pendant le procès. À nouveau, ce n'est pas parce qu'on est un accusé qu'on connaît nécessairement du même genre que pour les jurés toutes les notions qui sont en lien spécifique avec le droit. Alors, l'accusé également a le droit de comprendre tout ce qui se passe pendant le procès. Dans le coin inférieur droit maintenant, vous pouvez voir une image qui représente un témoin ordinaire. Le témoin, lui, est invité à venir témoigner devant le tribunal par les avocats de la poursuite ou par les avocats de la défense parce qu'il connaît certains faits. Dans la plupart des cas, la victime est un témoin. Il rapporte ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu. Le témoin peut, à son choix, prêter serment sur un texte religieux, que ce soit la Bible, le Coran, etc., ou affirmer solennellement qu'il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il faut faire attention, le témoin doit raconter seulement les faits dont il a personnellement eu connaissance, c'est-à-dire perçus directement par ses sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher, etc. S'il n'en a pas eu directement connaissance, cela constitue un oui-dire et le témoignage ne sera en principe pas accepté comme preuve. Cette partie-là s'applique également au procès au civil. Un exemple de oui-dire, je sais que quelqu'un a volé une voiture car il me l'a dit. On n'en a pas la preuve, nous n'étions pas là. Donc, on rapporte les paroles d'une autre personne sans avoir été présent lors de l'acte en tant que tel. Dans certains cas seulement, le témoin peut exceptionnellement donner son opinion. Par exemple, il peut donner son avis sur l'âge, l'état d'ébriété,
la vitesse d'une voiture, etc. Donc, jusqu'à une certaine limite, toutes ces choses-là pourraient être considérées également comme des oui-dire et non pas comme un fait, dans la mesure où la personne ne connaît pas nécessairement l'âge exact de l'autre personne, l'état d'ébriété, la vitesse d'une voiture, etc. Vous voyez maintenant à l'écran ce que représente une photo d'un autre type de témoin. Vous voyez un témoin expert. Le témoin expert viendra témoigner dans un domaine précis dont il a été, par ses expériences professionnelles, en mesure de pouvoir venir témoigner devant le tribunal. Et puis, en faisant état justement de ses expériences et des raisons pour lesquelles il est apte à témoigner dans ce procès et donner sa version généralement davantage scientifique de différents thèmes, pourra être accepté par le tribunal comme étant témoin expert. Lui, contrairement au témoin ordinaire, il peut donner son opinion. C'est justement pour ça qu'il est là. Pour certaines infractions qui sont moins graves, on parle de possession de drogue, de vol de moins de 5 000 $, etc., le procès automatiquement ne se déroulera jamais devant jury. Pour certaines infractions graves, notamment le meurtre, le procès se déroule devant jury avec de rares exceptions. Dans tous les cas qui ne tombent pas dans ces deux catégories, c'est à l'accusé de choisir s'il veut ou non un jury. Lorsque le procès se déroule devant jury, ce sont alors les jurés et non le juge qui décide si l'accusé doit être déclaré coupable ou non, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et donc, ils rendent le verdict. La décision doit être prise à l'unanimité. Alors, tous les jurys doivent être d'accord avec le verdict qu'ils vont rendre. C'est pourquoi, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Comme ils ne sont pas spécialistes en droit, ils se réunissent pour prendre leur décision seulement après que le juge leur ait expliqué les notions juridiques nécessaires. Il peut aussi répondre à leurs questions s'ils en ont. Ce qui veut donc dire que le jury peut demander à ce que le juge revienne en salle pour qu'il puisse leur poser des questions. Ce ne sont toutefois pas les jurés qui choisissent la peine à donner. À nouveau, la décision revient au juge et est prise lors d'une étape ultérieure, soit la détermination de la peine. Comment les jurys sont sélectionnés? Les jurés seront toujours de 12. Ils sont choisis au hasard à partir de la liste électorale. Les citoyens qui pourraient potentiellement être jurés reçoivent un avis par la poste que l'on appelle sommation, les informant qu'ils devront obligatoirement se présenter au tribunal à une date précise. Parmi toutes les personnes présentes, 12 citoyens, comme vous et moi, seront retenus pour former le jury. En théorie, tous les citoyens de 18 ans et plus inscrits sur la liste électorale peuvent recevoir un avis, à nouveau, le vrai terme est sommation, pour agir éventuellement à titre de jury dans un procès criminel. Toutefois, certaines personnes ne peuvent pas agir à titre de jury. Par exemple, les juges, les députés, les policiers, les pompiers, les avocats, les notaires, les coronaires, les personnes poursuivies pour un acte criminel ou reconnues coupables d'un tel acte, etc. Certaines personnes peuvent aussi être exemptées ou excusées. Par exemple, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont déjà été jurées il y a moins de 5 ans, les personnes dont la santé ou la situation familiale ne leur permet pas d'être jurées, etc. Vous voyez désormais une photo d'une personne qui potentiellement vous est peut-être familière. Alors, la photo d'un greffier audiencier. Donc, je ne travaillais pas dans des procès criminels, j'étais au civil, mais le titre et les rôles sont relativement similaires.
Le greffier audiencier a différentes tâches à effectuer. Entre autres, il va demander aux témoins de prêter serment ou d'affirmer solennellement. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, là, affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On doit donc assermenter les témoins. Il est également responsable du maintien de l'ordre dans la salle, du bon fonctionnement de l'audience. Il est donc en quelque sorte le point central d'une salle d'audience. Il va également s'occuper, je dis il, mais ça peut être elle aussi, du procès verbal d'audience. Lorsque je dis qu'il est le point central de l'audience, c'est que tout va passer par lui. Que ce soit les pièces, que ce soit des questions que les avocats désirent poser au juge, que ce soit toute communication entre le juge et les parties, le greffier audiencier, ou l'adjoint à la magistrature, ça dépendra, sera le point de rencontre de toutes les parties de chacun des dossiers. Tout à l'heure, lorsqu'on voyait le témoin avec le procès avec jury, l'image d'un procès criminel avec un jury, je vous ai mentionné le constable spécial. Vous voyez l'image d'une constable spéciale du palais de justice, d'après moi, d'après la photo de Québec. Le ou la comptable spéciale s'assure entre autres du respect des règles et de la sécurité dans les salles d'audience. Comme vous pouvez voir à sa ceinture, elle porte une arme. Dans l'image également du procès avec jury, il y avait dans le coin un huissier audiencier. L'huissier audiencier maintient l'ordre dans la salle d'audience, ce qu'on appelle le décorum. Donc, en effet, il y a certaines règles strictes à respecter au tribunal. Par exemple, garder le silence complet, ne pas utiliser d'appareils électroniques, que ce soit des cellulaires, des ordinateurs, etc. Ne pas manger dans les salles d'audience, ne pas porter de casquette, de chapeau, de couvre-chef en salle d'audience, etc. À l'arrivée du juge, il prononcera la fameuse phrase « Silence, veuillez vous lever ». La cour, présidée par l'honorable juge un tel, est ouverte. Veuillez fermer vos téléphones cellulaires. Puis par la suite, l'huissier audiencier va attendre que le ou la juge s'assoie sur sa chaise, puis demandera à l'ensemble des parties, l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la salle, de s'asseoir à leur tour. Vous voyez maintenant ce à quoi peut ressembler une salle d'audience au civil. Alors, la porte principale se trouverait en arrière de l'assistance, donc face au juge. Par la suite, devant l'assistance, nous aurons le témoin qui fera dos à l'assistance. De chacune des parties, nous aurons les avocats. Du côté gauche, ce sera les avocats de la partie demanderesse et du côté droit, les avocats de la partie défenderesse. Également, leurs clients peuvent être présents ou non en fonction des demandes qui sont entendues cette journée-là. Le client, de manière générale, s'assoira davantage plus près du juge par rapport au plan que l'avocat qui, lui, sera directement à côté du témoin. C'est une question de pratique, de logique, dans la mesure où l'avocat devra, de manière générale, montrer des pièces, montrer des documents, etc. Donc, la proximité avec le témoin est davantage importante. Entre les deux, vous aviez donc le greffier audiencier qui, lui, est face à l'assistance, face au témoin. Le juge qui est placé derrière le greffier audiencier, qui, lui ou elle également, fait face au témoin. Et dans le coin droit, ça pourrait être également le coin gauche, nous avons l'huissier audiencier qui est à cet endroit, généralement avec une chaise, à côté de la porte des corridors sécurisés.
Alors, si pour une raison ou une autre, il arrive quelque chose dans la salle, le greffier audiencier, en dessous de son bureau, a différents boutons qu'il peut utiliser pour avertir les constables spéciaux de se dépêcher à venir dans la salle, pour venir arrêter quelqu'un, pour venir remettre l'ordre en fonction du problème. À ce moment, le juge sort automatiquement par la porte qui est à côté de l'huissier audiencier. L'huissier audiencier a la tâche d'ouvrir la porte et de s'assurer de la sécurité du juge dans la mesure du possible. Voici pour la salle d'audience au civil. Vous aviez vu tout à l'heure avec une image, maintenant sur une forme peut-être plus facile à comprendre pour vous. On a les jurys, le jury qui est placé dans la partie inférieure droite. Tout en haut, nous avons le juge avec l'huissier audiencier qui est placé juste en face et le témoin. D'un côté, le procureur de la couronne, à nouveau qu'on devrait maintenant appeler la poursuite. De l'autre côté, l'avocat de la défense, l'accusé qui est placé derrière l'avocat de la défense dans son box. À côté du juge, nous avons à nouveau l'huissier audiencier, et donc la porte avec les corridors sécurisés serait placée environ entre les deux, entre le juge et l'huissier audiencier. Maintenant, les différentes étapes d'un procès au criminel. Nous en avons donc 8. Les 2 premières se font au tout début, donc tout se fait en ordre. Et donc, l'accueil, la mise en place, les exposés préliminaires de la cause, de part et d'autre. Par la suite, les points 3 et 4 sont les témoins de la poursuite. On va donc entendre la preuve de la poursuite, le contre-interrogatoire par la défense, les témoins de la poursuite, donc des témoins de la demande. Par la suite, 5 et 6, on entend la preuve de la défense, et puis la poursuite, qui est en demande, contre-interrogera également les témoins, que ce soit les témoins ordinaires ou les témoins experts en défense. Le point 7, qui, à mon avis, est peut-être le point qui est le plus endormant d'un procès, mais qui est très important, ce sera donc les plaidoiries. Les plaidoiries, ce sont donc les avocats des 2 parties, que ce soit la poursuite ou bien la défense, qui viendront plaider leur cause devant le juge. Et puis, le point 8, les délibérations, le verdict, la détermination de la peine. Point 8 peut s'effectuer à la même journée que la dernière journée du procès, ou peut prendre plus de temps en fonction, comme je vous mentionnais, si les jurys ont été en mesure d'arriver à un verdict à l'unanimité. Si ce n'est pas le cas, ça peut prendre beaucoup de temps, puis par la suite, le juge a un certain délai également pour pouvoir déterminer la peine, pour pouvoir écrire son jugement. Ceci met donc fin à la dernière partie, la deuxième partie, qui expliquait les distinctions entre le droit civil et le droit criminel. Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les différentes compétences, le droit criminel ne fait pas partie du programme d'études de l'ASP juridique du ministère de l'Éducation. Alors, ce sera une des rares fois où vous pourrez en entendre parler et obtenir davantage d'informations quant au domaine criminel.